tous les dégâts des 50 dernières années dans l'Azawad, c'est effroyable. C'est effroyable par l'ampleur des exactions, par l'ampleur des exécutions sommaires sur les populations. Et tout ça parce que simplement, il y a la mauvaise gouvernance au Mali, il y a une incapacité du gouvernement malien de gérer correctement les pays laissés par la France après la colonisation. Et ceci, nous en avons été énormément des victimes. Alors, il y a peut-être une petite présentation qu'on va vous faire de l'Azawad. L'Azawad, c'est un vieux pays. Vous savez que cette région de l'Afrique a été successivement sous le règne de la Mauritanie, que vous connaissez tous dans l'histoire romaine. La colonie de la Mauritanie, l'État de la Mauritanie avait été allé de la Méditerranée au fleuve Sénégal et au Niger et de l'Atlantique au Tchad. Ensuite, il y a eu l'empire du Ghana qui a couvert cette région. Il y a le royaume des Elbaravides qui a pris la place. Ensuite, l'empire du Mali, l'empire du Songhai. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'Azawad a été toujours un État indépendant à l'intérieur des empires. Indépendant, c'est-à-dire que aucun empire n'a jamais, au sens actuel du terme, n'a jamais administré cette région en envoyant des proconsuls, en envoyant une administration, en faisant une administration directe. Ça n'existe pas dans les systèmes africains. Et probablement, les problèmes auxquels nous assistons aujourd'hui, c'est parce qu'on a inventé en Afrique un système d'administration qui est inédit, c'est-à-dire l'administration directe des populations, c'est-à-dire un pouvoir qui vient remplacer tous les usages, tous les us et coutumes d'un pays, d'une région, et vient lui imposer un autre système d'administration, d'autres juridictions auxquelles les populations ne sont pas habituées. Et donc tous les problèmes que nous avons viennent de cela. Et aujourd'hui, il faut noter aussi qu'aucun pays africain n'est géré correctement. Les pays africains aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il n'y a qu'une parodie de démocratie en Afrique, parce qu'on a pris une constitution française qui est propre au peuple français, qui a eu des évolutions historiques, politiques, etc. Et cette constitution de 58 est propre à la France, à ses usages, ses coutumes, ses traditions, son évolution historique, mais elle n'est pas applicable à l'Afrique. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on a ces problèmes en Afrique de bonne gouvernance qui n'existe plus, de bonne gestion des États et l'ignorance totale des nouveaux États des institutions africaines, des institutions traditionnelles africaines, ce qui donne tous ces problèmes en Afrique. Alors l'Azawad, c'est un peu le produit de tout ça, ça fait 50 ans. D'abord, l'équivoque qui a été créé en 60, depuis 57, 58, 60, c'est que dans l'esprit des populations au Mali, aussi bien les populations du sud que du nord, on a promis le retour au statu quo. L'indépendance, c'est le retour au statu quo. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est un pouvoir, exactement, on a reconduit le pouvoir français, de la colonisation française, avec les Africains. Et ça a été un équivoque terrible, parce que on avait fait des campagnes pour l'indépendance en disant nous obtenons notre indépendance. Donc dans l'esprit des populations, c'est le retour aux sources, c'est le retour à l'existence des États qui composaient le Mali. Parce qu'au Mali, souvenez-vous que quand la France a fait la conquête du Mali, il y avait 5 États. Il y avait la boucle du Niger qui était un État Touareg, c'était l'Azawad actuel. Il y avait le royaume Peul d'Imassina, il y avait le royaume Bambara de Ségou, il y avait le royaume Sénoufo de Sikasso et à l'ouest le royaume Malinké. Donc 5 États qu'on a mis dans une seule circonscription administrative qu'on appelle le Soudan français. Et imaginez donc qu'on n'a pas tenu compte des sensibilités de ces populations, on n'a pas tenu compte de leurs usages, on n'a pas tenu compte de leur façon de voir les pouvoirs, la perception du pouvoir, et donc on en a fait un État par la force des choses. Et un État mal gouverné, mal administré, parce que si vous regardez ce qui se passe dans ces pays-là, la corruption est partout. Aujourd'hui, vous voyez la preuve que rien ne marche. Vous voyez, le pays est tombé comme ça. On a crié partout, on disait que c'est la meilleure démocratie en Afrique.
Et la preuve, voilà, elle a été faite. Elle a été donnée que ce n'est pas une démocratie. Toutes les institutions sont mortes d'un coup. Ce n'est pas le propre d'une démocratie. Oui. Personne ne soutient cette démocratie au Mali. Et les militaires sont revenus au pouvoir. Aujourd'hui, il y a un désordre énorme parce que pendant 20 ans, on a cassé toutes les institutions. Il n'y a que le président qui décide dans ces pays et aucune autre institution ne décide au Mali. Il n'y a pas d'élection, c'est une parodie d'élection. Et donc le problème que nous vivons dans l'Azawad, c'est un peu les conséquences de tout ça. Et aujourd'hui, le problème de l'Azawad s'est accentué parce que depuis 12 ans, on a accepté la présence de l'AQMI. L'AQMI a sillonné le nord, il a implanté des bases aussi au vu des autorités maliennes. Et vos pays ont donné une assistance au gouvernement malien pendant 12 ans pour chasser l'AQMI, qui n'était venu qu'avec un petit groupe de rien du tout, qu'on pouvait chasser du Mali. Mais on ne s'est pas intéressé à ça. On l'a laissé travailler, se propager, vivre, prendre des rançons, vivre avec ces rançons en complicité avec les autorités maliennes. Et voilà, aujourd'hui, un des griefs principaux qu'on a à l'endroit du Mali, c'est qu'on a offert l'Azawad en cadeau aux intégristes, aux trafiquants de drogue et à toutes sortes de criminalités. Et c'est un des griefs qu'on a aujourd'hui à l'encontre du Mali. Et nous nous sommes dit que tant que si ce n'est pas les ressortissants de l'Azawad, les citoyens de l'Azawad, aujourd'hui le Mali a prouvé qu'il ne peut pas chasser les islamistes, il ne peut pas mettre de l'ordre dans l'Azawad. Nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir le faire. Et les griefs qu'on est en train de nous faire aujourd'hui, c'est que l'Azawad est un pays multiethnique. Bon, l'Azawad, c'est vrai, c'est un pays ethnique. Mais l'Azawad, lui, pendant des millénaires, il a réussi à faire un État multiethnique, où tout le monde parle toutes les 3 langues de la région, où tout le monde s'intègre les uns aux autres. On a fait des États ensemble pendant plus d'un millénaire. Mais ça, le Mali n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, on veut faire croire à l'opinion publique qu'il y a des Sorans, il y a des peuples qui ne partagent pas notre point de vue. C'est archi faux. C'est tout à fait archi faux, pour la bonne raison qu'aujourd'hui, même les Maliens du Sud ne partagent pas ce qui se passe au Mali. Vous voyez, tout le monde aujourd'hui est partie prenante dans une reformulation du système gouvernemental au Mali, d'un nouveau système de gestion des affaires au Mali. Alors, on nous reproche aussi que le MLNA n'a pas pu tenir la situation, n'a pas occupé l'Azawad une fois l'armée malienne partie du pouvoir. C'est vrai, le MLNA est un mouvement de libération. Ce n'est pas un État encore. On n'a pas d'administration. Et aujourd'hui, nous sommes devant un dilemme, c'est qu'on nous a opposé très rapidement. Dès que nous avons gagné la victoire militaire, on a sponsorisé Ansar Eddin et l'AQMI, qui étaient déjà des alliés du gouvernement du Mali, nous le savons, et c'est pour nous barrer la route aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes devant un dilemme. Est-ce que nous allons laisser la menace de la CEDEAO, la menace du gouvernement du Mali, qui est prêt à reprendre les offensives? Est-ce que nous allons nous découvrir de ce côté-là et attaquer l'AQMI, ou bien est-ce que nous avons choisi d'attendre la fin des négociations avec le Mali avant de nous attaquer à l'AQMI et à Ansar Eddin? Alors on nous les reproche, je ne sais pas comment, en 12 ans, on a aidé le Mali pour vider l'Azawad de l'AQMI, on ne l'a pas fait, on ne le reproche pas suffisamment au Mali. Aujourd'hui, nous, à peine arrivés là, on n'a même pas fini encore les hostilités. On nous dit, vous devez reprendre, vous devez vider l'Azawad de l'AQMI. Alors je pense que là, on n'est pas très bien avec nous, on n'est pas tolérant avec nous, parce que un État, pour se battre sur 2 fronts, il doit avoir tous les moyens. Et nous avons des priorités. La priorité, c'est l'Azawad, c'est la dépendance de l'Azawad, c'est finir avec les Mali, une négociation avec les Mali, avant d'endosser les responsabilités en ce qui concerne l'AQMI et Ansar Eddin. On nous dit aussi qu'on est en train on a fait des pillages, on a commis des exactions. C'est vrai, il n'y a pas une guerre propre, nous le reconnaissons. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une telle cacophonie aujourd'hui que c'est très difficile de savoir la vérité. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vous disent il
on a entendu, il y a des gens qui sont venus à Bamako, on les a écoutés, il y a des témoignages, mais nous les invitons à aller aussi écouter de l'autre côté. Il faut aller voir ce qui se passe de l'autre côté, entendre les gens. Parce que nous, on est là, quand on a l'armée exécute des civils blancs, on fait un communiqué. On dit, il y a telle personne, on donne les noms, la circonstance, les lieux, le nombre de gens. Quand est-ce que ça s'est passé, la date exacte, et on dit au gouvernement Mali, voilà ce qui s'est passé. Prenez vos responsabilités. Mais personne, dans tous les communiqués qu'on a vus, personne ne nous a saisis avec des informations précises. Nous sommes ouverts aujourd'hui pour pouvoir prendre les dispositions. D'autre part, on nous accable en disant que nous avons fait des pillages, etc. Je vais vous dire une chose, c'est qu'au Mali, c'est une tradition. À partir du jour où l'armée malienne s'est repliée dans le nord, les autorités se sont repliées, la population elle-même commence à piller. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Bamako au coup d'État. Ceux d'entre vous qui ont vu les images du Mali au coup d'État, vous avez vu que pendant une semaine, la ville de Bamako a été mise à sac, totalement mise à sac. Et donc tout ça, nous souhaitons qu'il y ait des enquêtes neutres qui sont indépendantes et qui viennent, nous mettons à la disposition et nous allons apporter notre concours pour édifier la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un style de guerre des communiqués. On dit, il y a ça, on a dit ça, mais personne n'arrive sur le terrain pour établir la réalité. On se sent abandonné. Pendant plus de 50 ans, il y a eu des exactions énormes sur les Touaregs. Nous pensons qu'il y a eu plus de 100 000 morts. Et ceci va de l'exécution sommaire au massacre collectif. Et c'est tout ça, les preuves existent. Nous avons dans un document donné jusqu'à la date, l'heure, le nom des gens et les auteurs. Donc, et les risques sur lesquels je vais attirer l'attention de l'opinion internationale, c'est que maintenant, le Mali aussi essaie de contrecarrer en disant oui, il y a eu des viols, il y a eu des actes, il y a eu... C'est malheureux s'il y en a eu. Mais qu'on ne rentre pas dans une phase pour essayer de prendre des crimes, d'ailleurs, qui sont tous horribles si c'est le cas, pour vouloir justifier d'autres crimes. Et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire quand on dit au Mali, mais il y a eu 100 personnes qui ont été exécutées par l'armée, mais on a arrivé à des aberrations indescriptibles. Quand on appelle des enfants, on fait creuser à des hommes leurs tombes devant leurs femmes, qu'on les met et on demande aux enfants d'applaudir qu'on est en train de tuer leurs parents. Tout ça s'est passé au Mali. Et la rébellion de 92 et 2012 a été en fait générée par ça. C'est les enfants de ces gens qui ont été tués comme ça, qui sont revenus avec des armes combattre et venger leurs parents et demander leur terre. Parce que le problème, c'est que c'est leur territoire. Bon, on nous dit oui, c'est un territoire multiethnique. Oui, le nord du Mali, les 3 régions et l'Azawad, oui, parce qu'en 50 ans, on a peuplé le nord. Il y a eu une administration, il y a eu une armée, il y a eu tout un tas de mouvements qui se sont installés, des gens venant du sud. Donc maintenant, le problème, est-ce qu'on va négationner notre identité, notre terre, notre sol, pour faire plaisir au Mali? Ça, ce n'est pas possible. Et pendant 50 ans, on est resté muselé sur ce fait. Donc, il ne faut pas qu'on crée une situation où chacun de nous se met à se faire face et à occulter le problème des actes qui ont été commis, pour lesquels, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Comment voulez-vous que dans un État, on tue un État constitué qui a droit à une place à l'ONU, qui est reconnu à l'Union européenne, qui a le mot à dire partout, qu'on tue des gens devant les autorités militaires, civiles, judiciaires, et qu'aucun juge ne prend l'affaire et en face, on va tuer votre voisin à côté de vous. Vous êtes un juge, vous n'allez pas poser la question et vous plaindre. C'est quand même grave. Ça, c'est depuis 50 ans, ça s'est passé comme ça au Mali. Quand vous vous plaignez, vous en parlez aux autorités, on va vous dire, ah, vous savez, il était rebelle, ou bien, oui, il est rebelle. Si il est rebelle, vous le prenez, vous le jugez, mais
Vous n'allez pas le tuer, vous n'allez pas tuer ses parents, vous n'allez pas les condamner, toute la communauté, tout le peuple. Et on est arrivé dans une situation où les gens sont complètement à ras de bol. Ça fait plus de combien de 50 années de générations de réfugiés qui vont dans les pays voisins, qui eux-mêmes sont fragiles, et ça joue sur ces États. Et le problème maintenant, c'est qu'il y a une crise humanitaire très grave. Non seulement il y a les réfugiés qui sont dans les États, qui sont dans des États déjà fragiles, et il y a aussi à l'intérieur du pays des déplacés, donc qui n'ont rien, qui n'attendent rien du Mali et qui sont dans une situation vraiment précaire. Donc moi je voudrais dire que tous les amis du Mali, du peuple touareg, doivent vraiment s'y mettre de leur sien pour qu'on puisse discuter de la tête froide, la tête très froide, parce qu'il y a eu des choses très horribles qui se sont passées. Et deuxièmement, que nous, les Touaregs, on ne nous tue pas à petit feu, si ce n'est pas la faim, la guerre, les exactions. Et maintenant, on vient de nous dire Al-Qaïda, AQMI et tout. C'est sur notre territoire, c'est nous qu'on est en train de tuer à petit feu. Ça ne peut pas continuer. Et que normalement, moi, je serais à la place des États européens ou des Nations Unies. J'aurais dit au Mali, j'aurais dit à ces dirigeants des 10 dernières années, mais pourquoi vous avez laissé AQMI s'installer? Pourquoi vous avez laissé votre propre citoyen face à un tel défi? Ça, c'est des questions que moi, je n'ai jamais entendues nulle part. J'entends dire, oui, vous êtes là avec les islamistes, vous êtes là avec AQMI. Ce n'est pas nous qui sommes partis les demander. Ils sont venus alors que le Mali était un État. Ils se sont installés aussi au vu de l'État malien et ils n'ont rien fait. Donc, c'est vraiment, en plus de ça, on occulte complètement toute la crise humanitaire qui se passe là. Donc, nous, on a fait 2 documents. Dans le premier, vous avez la liste non exhaustive de tous les massacres qui ont eu lieu. Ce n'est pas du tout exhaustif, c'est moins de la moitié. Et un autre document sur la presse, les opinions des gens. Merci, Monsieur Alphonse. Je voulais vous poser une question, en Cassio Berbère TV. Justement, Moussa, est-ce que vous faites une différence entre l'AQMI et Ansardine, ou c'est pareil pour vous? Oui, effectivement, cette confusion n'a pas lieu d'être. AQMI, c'est vraiment le label utilisé par tous les États qui veulent soit combattre un peuple et combattre son identité et son combat. Il y en a partout. Il y a AQMI dans toute l'Afrique du Nord et de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Il y a Ansardine, qui est un mouvement islamiste, c'est-à-dire un mouvement qui a été créé, dirigé par un Touareg, qui était un des responsables de la rébellion de 1990 et qui prône l'application de la charia sur toute l'étendue du Mali. Donc nous, on s'est démarqué en son temps à la création de ce mouvement. Nous avons dit que nous, on demande la libération du territoire de l'Azawad. La charia n'est pas notre problème. Au contraire, nous souhaitons l'avènement et la mise en place d'un État démocratique et laïque qui respecte les valeurs et la culture, et notre culture. Donc l'opposition a été claire et au jour d'aujourd'hui, cette opposition continue, bien que nous avons engagé des discussions avec ce mouvement parce qu'il est Touareg, donc il est azawadien, pour lui faire comprendre que si il tient à participer à la vie politique de l'Azawad, il doit mettre de côté l'histoire de la charia qui ne répond à l'attente d'aucune partie de la population de l'Azawad. Donc ça c'est la réponse à la question, mais je vais juste ajouter quelque chose par rapport à la situation politique actuelle dans l'Azawad et au Mali, pour dire que c'est en 2 mots, et tous ceux qui s'intéressent au Mali sont au courant. Vous avez le Mali aujourd'hui, c'est le chaos. Depuis le 22 mars, c'est une junte militaire qui est au pouvoir, qui a procédé à la dissolution de toutes les institutions, à commencer par la Constitution, l'Assemblée nationale, le président démocratiquement élu, et qui a du coup profité, cette junte est en train de profiter pour procéder à tous les arbitraires, à l'arrestation des hommes politiques, au saccage des biens des populations civiles et autres. C'est dans ce cadre-là qu'est arrivée la proclamation unilatérale que le MNLA a faite
pour protéger la population de l'Azawad. Parce que dans un système d'anarchie d'État, vraiment, nous, on ne se voyait pas laisser la situation pourrir, parce que les militaires voulaient profiter de cette situation d'anarchie d'État pour accélérer les exactions contre les populations touareg de l'Azawad. Donc, pour pallier à cela, nous avons accéléré la proclamation, alors qu'avant ça, nous pensions attendre des initiatives comme celle-là et d'autres pour engager un dialogue avec les autorités maliennes pour arriver enfin à la mise en place soit d'un référendum ou à l'accession au droit à l'autodétermination. De l'autre côté, vous avez les MNLA. Les MNLA demandent l'avènement d'un État démocratique, un État qui ne nie pas que les Touaregs et la majorité de la population de l'Azawad est musulmane, mais quel islam? Nous avons toujours pratiqué un islam tolérant, un islam qui ne s'inspire pas de la charia, mais qui s'inspire d'abord de la culture millénaire des populations autochtones. Vous avez le MNLA qui est un mouvement qui est prêt à être un rempart contre cette alliance internationale d'islamistes et de salafistes qui est en train de se mettre en place dans toute l'Afrique du Nord et maintenant en Afrique de l'Ouest. Vous avez le MNLA qui est prêt et qui tend la main depuis qu'on a libéré les territoires aux institutions internationales, aux Nations Unies, à tous ceux qui ont vraiment les soucis de la stabilité du Sahel pour vraiment accompagner la lutte contre le terrorisme et cet islamisme dangereux qui est en train de se faire. Voilà le choix aujourd'hui qui est posé à la communauté internationale et de ce choix dépend vraiment l'avenir et la stabilité du Sahel. Donc je voudrais juste clarifier un peu la position par rapport au mouvement islamique. Comme vous savez, un peu partout en Afrique du Nord, l'Azawad c'est la frontière de l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Donc par conséquent et par nature, on prend un peu des deux. Et le problème qui se pose, et ça se pose aussi en Afrique au sud du Sahara, c'est que ces dernières années, vous avez disons une revendication islamiste qui se transforme en mouvement politique. Ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé en Tunisie, ça se passe en Libye. Donc, moi, je vois le Ansaruddin comme une prolongation de ces mouvements. Et donc, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'avec la mise en place de structures politiques, c'est bien possible qu'ils se transforment en parti politique. Et dans ce cas, ils vont se mettre en compétition avec tous les autres partis politiques qui seront créés. Et la deuxième petite précision, c'est qu'Ansaruddin a été la main du gouvernement malien, précisément du président, pour négocier avec AQMI, cette fois-ci, le vrai AQMI, dans le cadre des otages. Donc, son existence, ce n'est pas seulement au moment où le MNLA est là. Et on ne peut pas dire à des gens qui disent, bon, moi je suis de dévotion islamique, barrez-vous, quittez, ce n'est pas, je m'excuse du mot, quittez, non, ils vont rester, mais ils savent que c'est par démocratie que ça va se passer, et c'est un courant qui est là. S'ils veulent faire monter et disent ce qu'ils pensent, bon, ils peuvent le dire, mais je ne pense pas que... on aura la possibilité de combattre à la fois le Mali, combattre Ansaruddin, combattre AQMI. Ça, il y a juste 3 mois que le MNLA a pris le pouvoir et on veut lui dire de faire ce que le Mali n'a pas fait pendant 12 ans. C'est quand même... et on nous met face à ces dangers-là. Donc c'est un peu la précision que je voulais apporter. Depuis le début, c'est-à-dire depuis l'existence du MNLA, avant même les hostilités militaires, le MNLA avait demandé à être entendu. Nous avons souhaité avoir un dialogue avec les autorités maliennes. Et pour nous répondre, les autorités maliennes avaient envoyé des émissaires pour diviser le MNLA et monter les communautés les unes contre les autres. Et ensuite, nous stigmatiser en rébellion ethnique. Je voudrais dire que j'arrive juste de là-bas et j'ai constaté, et je le sais aussi, je vous l'ai dit, le MNLA est composé de toutes les ethnies, de toutes les composantes de l'Azawad, quelle qu'elle soit, et nous n'avons jamais revendiqué un État ethnique.
Et ce qui s'est passé aussi après la prise du territoire, moi je suis allé voir, donc par exemple, on m'a raconté qu'il y a eu les gardes des prisons qui ont pris la fuite, et avant de prendre la fuite, ils ont ouvert les portes des prisons. Et que les anciennes milices aussi ont commencé, pendant que les militaires de l'armée révolutionnaire de libération du MNLA s'occupaient de la caserne militaire, la population se servait dans les boutiques et les domiciles des personnes. Et nous avons aussi, je le réitère, je lance ici au nom du Mouvement national de libération de l'Azawad une invitation aux Nations unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à toutes les organisations internationales pour venir enquêter, pour venir faire des rapports objectifs sur le territoire de l'Azawad, et que nous ferons tout ce que nous pouvons pour leur permettre de réaliser un travail digne de ce nom. Et nous lançons aussi un appel à toutes les organisations humanitaires et à toutes les bonnes volontés pour venir au secours du peuple de l'Azawad dans toutes ses composantes, parce qu'aujourd'hui nous en avons besoin. Le peuple, les femmes, les enfants, les vieillards, les réfugiés et les déplacés internes ont besoin de la communauté internationale, considérant que cette communauté internationale a des exigences. Mais avant d'avoir des exigences, il faut d'abord porter secours à des personnes aujourd'hui qui en ont le plus besoin. Et que nous sommes des personnes qui savent ce que nous faisons. Nous voulons tout simplement, pour le peuple de l'Azawad, la possibilité de pouvoir vivre librement et dignement sur le territoire de nos ancêtres. Et rien que ça.